Salut Clément. Salut Julien. Bon, ravi de te rencontrer après 30 années d'échanges Ouais, à distance, par Skype et tous les moyens de communication qu'on a pu exactement, mettre ouais. en place. Ouais. Donc ça fait combien de temps qu'on se connaît Alors, ça fait combien de temps que moi je te connais? Je pense que c'était en 2017 j'avais acheté ton livre, Ok. il me semble, si c'est pas un petit peu plus tôt. Donc là, ça commence à faire quelques années. Ouais. Et pour quelqu'un que j'avais jamais rencontré, tu dois être la personne qui me connaissait le mieux. Donc ouais, ça fait un petit moment. Ouais, parce que on a passé pas mal de temps ensemble, parce qu'il y a Mm. un moment où j'animais un mastermind. Exactement, ouais. Tous les C'était assez mois. cool, ouais. Ouais, on Mm. se retrouvait notamment avec Bruno, qui est devenu mon associé, Oui. toi qui fais partie des personnes aussi que je connais le mieux parmi les investisseurs de garage. Ouais. Donc déjà merci d'avoir maintenu la relation, etc. Faut, pendant tant d'années. c'est du donnant-donnant, hein. Genre, j'en retire d'ailleurs, je pense plus que toi tu n'en retires, mais ouais, non, ça fait plaisir, c'est bien. Bon alors qu'est-ce que tu as fait alors pendant toutes ces années où, Qu'est-ce que j'ai quel est fait ton pendant toutes ces parcours? Est-ce que années? tu peux te présenter et puis nous dire voilà. Ouais, ok. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc Clément, donc ingénieur de formation et de métier aussi. Et donc justement, on va peut-être commencer par là parce que c'est plus ou moins par là que je suis rentré sur les garages. C'est que mon premier métier était stable, mais c'était un peu sur une espèce de niche où, bon, grosso modo, c'était une boîte de consulting où j'étais envoyé à l'étranger et où c'était possible que ça dure pas. Donc, ça n'a pas duré d'ailleurs. donc de là était parti justement mon début où je savais que voilà, bon, j'étais payé correctement et que c'était pas forcément quelque chose de pérenne. Et donc bon, voilà, je réfléchissais un peu voilà, comment pérenniser la situation financièrement. Et bon là, du coup, l'immobilier m'a toujours un peu attiré, sans plus non plus, c'est pas ma passion. Donc et puis j'avais en plus un collègue qui lui faisait ça avec son père. Et donc du coup, j'avais déjà pensé un peu justement au garage, plus par rapport au fait que j'aime pas trop prendre des risques et que le fait que les garages soient pas très chers, on peut commencer petit et après ça n'a pas moins de limites que des choses grosses, puisqu'après on peut les acheter par lot. Donc c'était déjà un peu comme ça implanté comme idée. Et justement en faisant des recherches, j'étais tombé sur ton ebook que j'avais acheté quand j'étais en mission et que donc j'ai passé la journée à le lire. Et je me suis dit que ouais, ça, ça correspondait bien à l'idée que je me faisais et puis ça avait l'air de marcher. Donc après, une fois qu'on a eu l'idée, qu'il y a quelqu'un qui nous dit que ça marche, il faut tester. donc j'en ai parlé à mon père, parce que je parle toujours de ces choses avec mon père. Et puis je dis bon, on va regarder, on va essayer d'acheter un garage quoi. Donc on a regardé à Besançon, là où mes parents habitent, parce que moi j'habite toujours à Strasbourg, à ce moment-là j'étais déjà à Strasbourg, mais je me suis jamais projeté à long terme à Strasbourg, donc la stratégie, l'idée derrière ça a toujours été, le point d'attache c'est chez mes parents, je sais que j'y retournerai encore pendant très très longtemps, voire toujours, donc on regarde dans ce secteur. Et donc on cherche un garage, on va regarder un peu ensemble. Bon, on voit des choses, ça nous paraît à peu près correct. On en trouve un, donc j'ai acheté ça. Sans crédit, c'était vraiment juste pour tester, regarder en fait comment ça marche en fait, tout simplement. Puis c'est assez bien passé, c'était relativement simple. Donc ça s'est fait très facilement, c'était comme je pensais quoi en fait justement. Donc le test était réussi, ça c'était cool. Et est-ce que tu as eu des peurs, des appréhensions sur ce premier achat? Ou est-ce que Sur le le fait d'être premier, avec ton papa et d'avoir... des vraies peurs, non pas tant, c'était vraiment pour se rassurer en fait. C'était vraiment bon, moi j'étais plus ou moins convaincu en fait du système que tu expliques, hein. Enfin bon, globalement de l'investissement immobilier en général. Mais bon, j'avais besoin de le voir sur moi quoi en fait. Juste voir si c'est vrai, si ça marche, ok, et puis comment ça se passe dans la réalité, et puis aussi ça permet de voir combien de temps ça prend, Ouais. quel genre d'ennui on peut avoir, et puis comme dans les garages on a très peu d'ennuis,
C'est vrai. Donc j'ai acheté, j'ai juste changé la porte. C'est pareil, Ouais. ça s'est fait facilement. Ok. Puis j'ai mis ça en location. Et ça s'est bien passé. Donc je dis bon, donc c'est bon. Donc après. Alors je sais pas à quel moment après j'ai refait des. Je sais même pas comment j'ai fait de formation avec toi d'ailleurs. Ah bah je crois que tu les as toutes. Je t'en remercie Euh, pour ta fidélité, ta donc, confiance. donc j'ai continué à me former. Je sais pas à quel moment par rapport aux achats, etc. Mais ça a toujours été en continu un peu finalement. Et donc après, je cherchais des lots, et qu'il fallait financer du coup, puisque je n'avais pas donc, après d'argent. Et donc là, après j'en ai retrouvé un lot qui n'était pas très loin de chez mes parents non plus, qui n'était pas très cher, un rendement correct. Donc là c'est pareil en fait, c'est fait très très simplement. Hein. Fallait visiter le truc. En fait, l'inconvénient des garages, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup à vendre quand même. Ouais, on est sur une niche C'est très attractive. Ouais, clairement. Et du coup, faut toujours voir le bon côté des choses. L'avantage, c'est quand il y en a qui se présentent, on n'a pas forcément besoin de réfléchir 100 ans. Ouais. Parce que même si on n'est jamais sûr, on voit déjà de la valeur. Au final, la réflexion se porte souvent sur la valeur. Parce que c'est vrai que, justement, par exemple, sur ce premier lot, donc toujours en regardant avec mon père, hein, et donc lui, donc moi j'avais pas le risque, lui il déteste les risques. Et donc il regarde, il me dit, il me dit immobilier, c'est quand même l'emplacement, quoi. Il me dit, là t'achètes un truc, c'est au bord du Doubs, parce que là-bas il y a des fois il y a des inondations quand même. Okay. Et il me dit, bon, franchement, voilà quoi, je suis quand même pas sûr. Puis je dis, bon, en même temps, ce truc-là, ça doit faire 40 ans qu'il est là, et puis tout est loué, quoi. Donc, de toute façon, c'est un garage, après, les gens. Puis que ça soit un garage ou quelque part aussi, même si c'était un appartement, il y a un moment, en fait, où les gens, ils louent. Là, pour le coup, ils le louent, Aldo, hein, et tu peux pas le louper. Donc, s'il y a des inondations, les gens habitent là, ils sont au courant, en fait. Alors, il faut le prendre en compte dans la valeur du bien, ok, mais après, d'un autre côté, nous, on est quand même plus basé sur des rendements quand on regarde les valeurs des biens, et les rendements correspondaient à ce que je cherchais. L'État était correct. Donc, je dis, bon, si, on va y aller. Et donc voilà, donc là, c'était la première fois où je faisais un prêt, du coup. Et donc, inondation ou pas? Parce que là, on a tous envie de savoir si non, depuis que tu as acheté... il y a eu des crues, mais il n'y a personne qui m'a jamais appelé pour me dire que... qu'il y avait de l'eau dans les garages. Non, okay. Je pense pas qu'il y en a eu. Puis franchement, s'il y en avait, je pense pas que les gens m'appelleraient non plus. Parce que qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais pas venir avec ma pompe. Donc, non, mais je pense que tu aurais une vague de départ peut-être un petit peu plus importante. Franchement, je pense pas. Parce que en fait, tous les gens qui ont des garages là, c'est les gens qui sont très proches. Donc en fait, ces gens-là eux-mêmes, ils sont déjà dans une habitation. À mon avis, ils vont plus penser à leur habitation qu'à leur garage. Donc, parce que ça monte pas mal assez régulièrement. Alors, ça inonde pas, hein, mais dès qu'il y a quand même des crues, ça monte. Donc on voit qu'il suffit de pas grand-chose. Mais honnêtement, même jamais personne ne m'a parlé du problème en fait. Okay. Les gens ils viennent. De toute façon déjà, c'est un secteur, il y a énormément de demandes sur les garages. Donc en fait déjà les gens ne me posent pas la question. Puis s'ils me posaient la question, je leur dirais, si vous ça vous intéresse pas, c'est pas grave de toute façon. Mais de toute façon, je pourrais pas bouger les garages. Donc après eux, ce qu'ils peuvent faire, s'ils entreposent des meubles ou quoi, ils peuvent mettre sur palette s'ils veulent. Mais même franchement, les quelques fois où je suis rentré dans les garages, j'ai même pas vu ce genre de choses. Donc c'est vraiment un non-problème. Enfin pour l'instant. C'est ce que je te souhaite. Mais en tout cas, voilà, le risque est identifié et effectivement, ça rentre. C'est une contrepartie du rendement, comme un défaut de toiture ou un défaut de construction ou un défaut de demande locative. Enfin, bon, voilà, quand on investit, on est toujours en train de faire le rapport qualité-prix de ce qu'on achète et c'est aussi le rapport risque-rendement qu'il faut absolument. C'est toujours ça. Si on veut un rendement, il faut un petit risque en face.
pas de risque, c'est le livret A. Exactement, t'en as 1%. L'assurance vie, voilà. Bon. Donc c'est pas terrible. Et du coup, c'est un peu justement ce que c'est des risques, c'est des bons risques parce qu'au final, c'est un truc. Pour l'instant, ça va jamais poser de soucis. J'ai pas l'impression que je vais en avoir à cause de ça. Et c'est vrai que ça booste un peu le rendement. Parce que probablement que y a peut-être des gens justement qui se sont dit ça, qui se sont dit c'est au bord du doute, je vais pas acheter ça. Bon, pour l'instant, j'ai jamais de problème. Donc c'était ton premier financement. Ça, c'était le premier financement. De l'histoire. Le financement s'est bien passé. Okay. Mon père m'a aidé là-dessus aussi. D'accord. Donc, voilà. Vous avez l'air d'avoir une relation assez proche avec ton papa, là. Oui, enfin bon, de manière globale, oui. Mais en plus, lui, il est banquier. Donc, donc, il connaît un peu le sujet. Et du coup, c'est... Et en plus, c'est vrai que c'est très intéressant, du coup, outre le fait que c'est toujours cool de faire les choses avec son père, mais en plus de ça, d'avoir un point de vue qui est, d'un côté, un peu à l'intérieur, sur la partie financement, ouais. Donc un point de vue interne, donc il dit des choses que moi je connais pas, qui sont plus, voilà, justement, quelle est un peu la réflexion qu'ont les banques quand ils nous voient, et puis aussi encore un peu sur, voilà, un autre profil de réflexion, en fait, simplement, quoi, un autre point de vue. Il est investisseur immobilier ou pas du tout ? Pas du tout. C'est toi qui... Non. Ouais. donc voilà, donc du coup... Les cordonniers sont quand même mal chaussés. Hein. Toujours. Il y a beaucoup de banquiers qui ne profitent pas de l'effet de levier. Beaucoup de banquiers qui ne se profitent pas, beaucoup de gens qui travaillent dans l'automobile qui roulent dans des automobiles pourries. Donc ouais, c'est très classique ça. Okay. Donc ouais, donc ça a dû c'est lui qui t'a fait le prêt ou t'as quand même été voir Non, c'est dans la même banque, parce que moi banque, j'étais naturellement dans cette banque-là. Mais non, c'est pas lui qui a fait le prêt. Donc voilà, donc ça c'était le premier lot du coup. Donc une fois qu'on a fait ça, alors premier truc, on vérifie que les garages ça marche, après on vérifie que le financement ça marche, puis après on se dit les impôts quand même, il y a peut-être moyen d'optimiser, il y a peut-être des choses à faire. Et donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris la formation SCI avec toi. Donc très intéressante aussi, c'est aussi un tout petit premier pied dans l'entrepreneuriat quelque part un peu, ouais, on commence à parler de comment on gère tout ça, c'est une société de toute façon, hein, donc... Si j'ai bonne mémoire, t'étais fait accompagner par un comptable. Pour la rédaction des statuts, ouais. Parce qu'à l'époque, je ne proposais pas le pack de statuts inclus dans la formation, non, c'est le cas aujourd'hui, mais bon, toi tu faisais partie des premiers en fait, à avoir fait confiance sur ce sujet-là. Ouais. Comment ça s'était passé du coup ? Alors la création de la SCI, donc... là encore, moi j'aime bien attendre, enfin c'est pas que j'aime bien attendre d'être dos au mur, mais c'est plus efficace qu'une fois que... Donc du coup j'ai d'abord cherché un bien. D'accord. J'en ai retrouvé un autre comme ça, toujours un peu dans la même région. Et puis je dis ce bien là, voilà, j'étais en SCI du coup. Donc j'ai commencé à m'occuper de la SCI, enfin j'avais déjà fait la formation quand même, mais tout ce qui est administratif, j'ai commencé à faire ça une fois que j'ai signé le compromis. Et donc là-dessus, pareil, donc, grosso modo, une fois qu'on a fait ta formation, on peut écrire ses statuts soi-même, c'est une possibilité. Après, moi j'aime bien être rassuré quand même. Et dans la réflexion aussi, surtout, c'est de dire je sais pas, peut-être ça m'a coûté peut-être 1 500 €, quelque chose comme ça. Ok. Potentiellement, quels vont être l'impact un peu. Déjà, à chaque fois que si on fait une modif, ça coûte de l'argent, donc il ne faut pas se tromper dès le début, idéalement, même si ce n'est pas forcément toujours possible. Et puis, potentiellement, combien il va y avoir un peu de bien là-dedans, qu'est-ce que ça va générer, et du coup, peser un peu, pour ce que ça peut être dans le futur, potentiellement, ça vaut le coup de s'assurer, faire quelque chose de correct, et puis au moins après, on est tranquille, on fait ça. Donc du coup, je suis allé, en fait j'ai tapé, je sais plus comment j'ai cherché, j'ai tapé comptable Strasbourg, SCI, et puis il y avait une comptable qui avait écrit un livre sur les SCI, je dis peut-être qu'elle connaît un peu le sujet. Donc on est allé, je lui ai expliqué un peu ce qu'on voulait, et elle était, donc j'étais avec ma compagne, puisqu'on a fait la SCI ensemble, et donc j'arrive, je monte, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, je lui ai montré un peu les chiffres et tout, bref, je lui explique ce que je veux. Puis là du coup elle demande à ma compagne, elle dit il est dans le métier votre compagnon. Je dis non, il travaille dans l'automobile. donc la formation était bien complète.
Et puis, et c'est ce que tu dis dedans, surtout, moi c'est aussi comme ça que je l'avais pris, c'est qu'en fait, ça te permet vraiment de rentrer dans les sujets avec le comptable. Ouais. C'est que ça permet de parler des choses, voilà. Même des fois de commencer à donner des sujets qui, eux, vont pas forcément proposer, mais au moins, après, on en discute, et après, on va pas forcément le prendre, par exemple, ça parle de démembrement, une chose comme ça. La succession. On aborde le sujet, au moins. On en parle, on dit, bon, alors, dans mon cas, et voilà, moi je l'ai pas fait, par exemple, mais au moins, c'est mieux d'en parler là, plutôt que de se rendre compte 2 ans après, ah, mais en fait, il y a ça qui est possible, on m'en a jamais parlé. Ouais. Alors, peut-être que, de toute façon, c'était pas adapté, mais au moins, on a abordé le sujet. Donc voilà, donc ça a permis comme ça un peu justement d'avoir des bons échanges avec la comptable sur la création de la SCI. Quand tu es à un niveau de discussion avec le professionnel où voilà, tu n'as pas besoin d'avoir la technique de savoir comment tu vas rédiger les statuts, etc. Mais juste de savoir les possibilités qui sont offertes et de comprendre au-delà de la possibilité comment ça fonctionne, tu as des statuts qui sont vachement mieux rédigés que si tu arrives les mains dans les poches. C'est ça, parce que l'important c'est que ça soit des statuts qui soient bien rédigés pour toi. C'est comme tu le répètes assez souvent, je pense, dans la formation, c'est que mes statuts à moi ne sont pas adaptés à toi, par exemple. On n'a pas la même... Donc voilà, donc là, pareil, voilà, j'étais bien content d'avoir fait la formation, et puis on a fait ça, et puis une fois que c'est fait, le sujet, on n'en reparle plus en fait. Non, on ne ressort pas les statuts. Plus jamais. Donc ça c'est fait. Ça a répondu à ton besoin d'optimisation fiscale? Tu as fait une SCI hier, yes? Yes, okay. Yes. Ben, en fait, dans l'idée, vraiment de dire... l'idée, c'est d'encapsuler ça, de le laisser vivre, de se développer lui-même. Quand on dit se développer lui-même, en vérité, c'est même d'ailleurs surtout d'éviter de devoir tous les mois remettre au pot, en fait. Donc ça permet en fait d'avoir une structure qui vit toute seule. Voilà. Donc on met un peu d'apport au début. Et puis après, c'est cette différence-là en fait qui fait que tu l'expliques bien aussi d'ailleurs, c'est que c'est un décalage de l'impôt surtout en vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc magique, c'est juste de dire ok, est-ce que je veux payer tout le temps un peu mes impôts, voilà, c'est plus l'IR, ou alors est-ce que je veux encapsuler ça, déjà d'une, soit ça va me permettre de ne pas remettre au pot tous les mois, ou alors ça peut même créer un peu de trésorerie, ça te permet de faire un peu sur le prochain prêt, un petit apport, donc voilà, un petit peu boule de neige. Et à la fin, quand j'utiliserai, je paierai les impôts, c'est pas un problème. Mais avec de l'argent que tu auras, puisque c'est le vendeur, enfin l'acheteur, t'aura filé le pognon. Exactement, ou soit en cas d'achat, ou alors si on sort ne serait-ce que juste les loyers. Oui, si on décide de... Moi pour l'instant, j'ai jamais été dans l'optique de vendre. Donc quand j'achète des choses, moi je réfléchis, je dis ok, ça, c'est ce que je vais acheter, mais je veux le garder toute ma vie, quoi. Donc c'est pas du commerce, quoi. On est vraiment sur une exactement. Approche, Pour l'instant, c'est comme ça. Ça a toujours été l'idée, et c'est toujours pour l'instant comme ça. Donc l'idée, c'est de dire bon, ben voilà, une fois que ça ira tout seul, après on peut sortir de l'argent, on sera taxé. Bon, c'est comme ça, c'est normal. Donc ça, pour l'instant, c'est un système qui fonctionne bien. Okay. Qu'est-ce que tu penses que ça a dopé ton patrimoine? Ça t'a permis d'acheter plus de garages que si tu l'avais pas fait? Bah oui, sinon, parce que là, moi dans mon cas, c'est autonome. Okay. Donc voilà, il n'y a pas une trésorerie énorme, mais il y a une petite trésor. Et il y a une fois où j'ai mis, mais c'était pour faire un apport, donc c'était pas forcément dans le cadre. Mais sinon, je ne remets jamais d'argent dans la SCI. La SCI vit toute seule, tout ce qu'on pense. Donc ça, là-dessus, clairement, ça n'aurait pas été possible à l'IR. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça veut dire qu'en fait, si j'étais à l'IR, j'aurais été bloqué très rapidement, en fait. Déjà, ça aurait été plus de sacrifice pour moi, quand même, parce qu'il faut remettre de l'argent tout le temps. Et puis, je pense pas que... Non, je pense que j'aurais été bloqué plus tôt. C'est à peu près sûr. On fait un point sur ton patrimoine vite fait. T'es combien de garages Parking garage confondu, je dois être à peu près à 75 maintenant. Super. Donc voilà, ça a été... En 5-7 ans, quoi. Ouais. 6-7 ans, quoi. 2016. Ouais, en 5 ans, ouais. Donc, moi, le rythme idéal, c'est quand même à peu près une acquisition par an. Ouais. Ce qui, du coup, pose... Enfin, entre guillemets, c'est pas un problème, mais du coup, c'est vrai que ça pose la réflexion quand on achète, justement. De dire, bon, il y a eu... Les prix des garages ont quand même pas mal augmenté ces dernières années. Et donc, pour garder les rendements qui nous permettent, enfin, qui, en tout cas, moi, me permettent justement que ça s'autofinance, c'est devenu... C'est très rare, quand même. Enfin, très rare. Bon, en tout cas, moi, j'ai du mal à en trouver. Un par an, quoi.
Moi, je suis sur cette moyenne-là aussi, hein, tu vois, depuis 2013. Ouais, c'est ça, mais apparemment, j'arrivais pas vraiment à tenir le rythme à la fin. Et c'est là où, justement, la dernière acquisition que j'ai faite, justement, c'est 6 parkings. Pas un rendement exceptionnel, mais un bien très propre. Puis déjà géré en plus, donc vraiment... Mais ça a été une longue réflexion, parce que, en fait, ce bien-là, moi, je l'ai déjà vu avant, et c'était clairement pas dans mes critères. Jusqu'ici, j'avais toujours fait plus, donc j'avais fait 1, 10, 14, 22, 24, quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, ce bien-là, qui était attractif par rapport au bien lui-même, mais le fait qu'il n'y ait que 6 places, moi, ça m'intéressait a priori, voire pas du tout, en fait. C'est parce que c'était trop petit. Trop petit, ouais, trop petit. Ouais. Donc, parce que si on n'en fait qu'un par an, si c'est à coup de 6, bon, c'est toujours, bien sûr, c'est mieux que rien, mais c'était pas dans mes objectifs, en tout cas. Et puis finalement, en fait, à force de rien trouver, je regarde encore ce truc-là, je dis quand même entre rien et ça. Ça, c'est quand même beaucoup mieux. donc du coup, je suis parti sur ce bien-là, et c'est vrai que après, c'est de ma faute aussi, je pense, parce que comme entre-temps, je me suis un peu éparpillé, du coup, j'ai eu moins de temps pour faire mes recherches, et je pense que si j'avais été plus focus, peut-être que, probablement, que j'aurais quand même trouvé quelque chose dans mes objectifs. Voilà. Et c'est quand on n'arrive plus à mettre le temps en face des objectifs, ben on se retrouve à devoir faire des compromis, quoi. Ouais. Donc, juste pour dire, donc l'activité que tu as montée, c'était de l'inspection de voitures. Non, là-bas, c'est plus de la location de voitures. De la location. En fait. T'as fait les deux, non? Oui, t'allais pas faire l'inspection, en fait, ça renflouait surtout le truc de location de voitures qui perd de l'argent. Donc, okay. Parce qu'on n'entend pas le parler, là, les driving, GetAround, des choses en fait, comme ça. L'historique, c'est que donc voilà, donc j'avais commencé les garages, ça a commencé à tourner. À ce moment-là, je trouvais des biens, on va pas dire facilement, mais voilà, je les trouvais, ça marchait. Sauf que quand on se dit une fois par an, un bien, quand on est chanceux à le trouver, ça prend 3 mois, à acquérir, ça prend 3 mois, donc ça laisse encore 6 mois de libre dans l'année, grosso modo. Et donc, je me suis dit, bon, avec ces 6 mois-là, je vais pouvoir me lancer dans autre chose. Bon, on va pas parler de la location de voiture, c'est pas le sujet, mais bref, j'allais lancer une autre activité. Okay. Et donc, cette activité, en fait, au final, m'a pris plus de temps que prévu, comme tout le temps, je pense. Et clairement, a empiété, du coup, sur le temps libre que j'avais pour rechercher. Parce qu'en fait, il y a eu, bon, déjà, je travaille. Après, il y a l'activité de location de voiture. Bon, bah, ça, c'est un truc, c'est du temps, en fait, on le subit, en fait. Quand ça arrive, il faut le faire, etc. Et il y a la gestion des garages, qui est pareil, qui est du temps qu'on subit aussi. Donc, quand on met tout ça là-dessus, et seulement après, une fois qu'on a fait tout ça, en fait, on peut se mettre à chercher des garages. Donc, quand on a plus ce temps-là, ben, on trouve plus de l'eau, en fait. Même si, voilà, je continue à regarder, mais de la vraie recherche active, ça prend du temps, et ça, j'avais pas ce temps à ce moment-là. Et donc voilà. Du coup, le dernier bien, c'était un petit truc. Et puis voilà. Donc toi, tu as les deux, tu as des parkings, tu as des garages. Ouais. Tu avais acheté un lot de parking qui était dans une maison de... Une maison de retraite. Une maison de retraite, c'est ça. Ça, c'était... c'est quand même intéressant d'en parler un petit peu. C'est qu'en fait, encore une fois, moi... naturellement, comme ça, je vais plus vers les garages, c'est aussi parce que c'est plus tangible, en fait, on voit, c'est une construction, puis ça a plus de valeur ajoutée. Ouais. Donc bon, je cherche des garages, et déjà à ce moment-là, ça commençait déjà à se corser pour trouver des garages. Donc bon, je vois un lot de parking, je dis bon, parking, ça m'intéresse aussi éventuellement. Et en fait, du coup, j'y vais, et c'était une affaire un peu bizarre, c'était un peu trop beau pour être vrai, puis d'un autre côté, plus risqué que les garages, parce que du coup, il y avait qu'un seul, il y a qu'un seul locataire, en fait. Donc, si on reprend un des avantages des garages, c'est qu'en fait, il y en a un locataire sur un garage qui s'arrête de payer, ben en fait, c'est pas bon, on s'en fout pas, hein, mais bon, c'est $1. Et là, pour le coup, c'est pas $1 du tout, parce qu'il faut payer le crédit, et si lui, il ne paye pas, voilà, j'ai rien fait. C'est un locataire professionnel de la maison de retraite. Exactement. Pour parking visiteur, c'est ça? C'est la maison de retraite pour son parking de visiteurs et d'employés. Et tu voulais pas leur louer au début, je crois, non? Tu t'es allé chercher... Si, c'était quand même le plan de base. Ouais. En fait, il y a 22 places, et eux, ils en louaient 15 à l'époque. 15 ou 17, je sais pas, peu importe. Et donc, je vais voir le bien, et bon, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y avait... Puis j'étais pas convaincu
par rapport, en fait, quand je suis allé, moi, on pouvait se garer un peu n'importe où dans la rue, quoi. C'était pas forcément un problème. Donc bon, j'y vais, je vois, et puis du coup, comme je n'étais pas convaincu, du coup, je suis avec une grande assurance voir le vendeur, qui était en plus, c'était assez avantageux parce que c'était un agent, et puis il vendait ça. En fait, le parking, c'était vraiment ce qui restait de toute l'affaire, donc clairement, c'est les miettes. Donc, c'était plus flexible. Donc, comme je n'étais pas convaincu que le vendeur, pour lui, c'était plus ou moins rien, je dirais, ouais, bon, ok, bah, je fais 30% en moins, quoi, et puis... Ah non, même pas, non, c'est que du coup, avec l'agent, j'ai vraiment tenu, je dis, bah, non, vous me proposez moi un prix, parce que, bon, je suis intéressé, mais c'est pas non plus, vous me proposez pas un truc incroyable, et donc, allez, proposez-moi, vous, un prix, quoi. Et du coup, c'est lui qui a proposé un prix, qui était 20 ou 30% en dessous, et donc du coup, il négo pas trop mal quand même sur ce coup-là, dû au fait que moi-même, j'y allais quand même pas trop sûr de moi, quoi. Donc, et au final, du coup, c'est le meilleur de... Ben, c'est le plus rentable de mes biens, c'est pas la même chose. C'est le plus rentable de mes biens, ça me prend pas de temps. J'ai réussi en plus à louer du coup les places en plus. En fait, à la base, les places qui étaient libres, j'ai quand même réussi à les louer. Et en plus de ça, maintenant, la maison de retraite, elle m'en loue de plus en plus. Donc pour l'instant, c'est top. Après, clairement, c'est sûr que aussi, ça fait du bien d'avoir une base solide sur ça. Parce que ils sont pas pressés de payer, et donc il faut bien avoir quelque chose pour compenser des fois. Donc ça, ce raisonnement que j'ai toujours eu un peu quand même, c'est de dire d'avoir une base solide de garage, quelque chose de stable, où en fait la probabilité, franchement, des gens qui payent pas sur les garages, c'est très très peu. Donc la probabilité qu'on se prenne moins 10% de revenus sur un mois, elle est quasiment nulle. Donc d'avoir comme ça beaucoup de garages. Et pour moi, ça m'a toujours dit, s'il y a cette base-là, ça permettra d'aller sur ce peu risqué sans devoir se dire, ah ouais, alors moi, si jamais on ne paye pas, là, je suis dans, je sais pas comment faire, quoi. Donc ça permet de dormir, c'est bien. C'est rassurant pour nous, pour les banquiers, ils comprennent cette logique-là aussi, hein, parce que même eux, voilà, s'il y en a un payé, ils sont incapables de savoir sur tes 75 lots. Ils ne sauront jamais. Qu'il y en a un, parce qu'il n'y a jamais personne qui va faire le contrôle des loyers comme nous. S'il le fait, alors il le fera et je récupère les dossiers. Parce que ça m'évitera de le faire. Donc cette petite base qu'il y avait déjà à l'époque m'a permis d'aller sur cette affaire-là. Et du coup, c'est là vraiment, ça m'a fait d'y aller. Pour l'instant, en tout cas. Donc, et alors, qu'est-ce que ça t'apporte là, ces 75 parkings et garages dans ta vie au quotidien? Dans la vie au quotidien, ce que ça m'apporte, vous apporte avec ta compagne? Ça me prend un petit peu de temps, mais pas trop, donc ça c'est cool. C'est-à-dire? La gestion. Juste la gestion, ça c'est vraiment pas grand-chose. Parce que c'est plus ou moins, je sais pas, peut-être une après-midi par mois. Après moi, j'essaye de faire quand même, pas tous, mais de faire des travaux moi-même. Là, c'est là, à ce moment-là, que ça prend du temps. Parce que, en fait, c'est toujours le même problème. Par exemple, il y avait une fuite. Bon, une fuite, il faut changer, c'est pas de la tôle, c'est du fibro ondulé. Il faut faire un devis, 400 €. Ok, regarde chez Castorama, ça coûte 30 € le truc. Bon. Et là, on est typiquement dans le moment où, en fait, on n'a pas envie de mettre les 400 € pour changer un truc à 30. Donc on se dit, je fais moi-même. Et là, ça prend forcément plus de temps que prévu. Parce qu'on n'est pas... c'est pas notre métier. Ouais. Donc on l'a fait. Ça fait toujours du bien d'économiser de l'argent. Mais c'est vrai que sur ces trucs-là, en fait, on est toujours obligé d'évaluer à chaque truc. Pour moi, alors sauf si, à un moment, peut-être soit parce qu'on a un volume trop grand, ou alors parce que c'est tellement rentable qu'en fait, il y a peut-être un moment où on peut se dire, moi, je fais plus aucun travaux. Ça doit être cool. Mais en attendant, comme c'est pas le cas, c'est toujours à chaque truc de dire, ok, est-ce que je le fais moi-même, est-ce que je le fais faire? À chaque fois qu'on reçoit le devis, on dit, non, c'est pas possible, pas me demander autant juste pour ça. Et à chaque fois qu'on le fait nous-mêmes, on se dit, c'est pas possible, j'ai pas pu mettre, parce qu'en plus on le compte pas, mais si on le comptait vraiment, et qu'on voyait les chiffres, on se disait, c'est pas possible, j'ai pas pu mettre autant de temps pour juste changer un panneau de... Mais en vrai, c'est ça. On regarde les panneaux, c'est plus long que la voiture, il faut trouver un endroit où ils vendent des demi-panneaux, et puis après il faut ça.
En plus, moi, il y a quand même la petite difficulté que c'est quand même assez loin de chez moi. Donc, en fait, chaque petit travaux, ça devient une expédition, en fait. Plus le temps de route. Ouais. Bah, j'essaye, parce que moi, c'est sur la route chez mes parents, donc j'essaie toujours de faire ça à l'occasion. Mais en fait, ça veut dire, bon, alors il faut oublier zéro outil. Une fois qu'on est sur place, en général, il n'y a pas d'électricité. Donc, au fil des ans, on a fait quand même la plupart des travaux. Souvent avec mon père. et voilà, et c'est vrai que à terme, s'il faut faire faire, c'est clairement un budget. Voilà. C'est pas énorme, mais c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Je pense que c'est quand même assez classique, tout le monde fait un peu ça, au début on fait les travaux nous-mêmes. Pour des questions d'économie, parce qu'on est jeune, il y a la force physique, aussi, etc. Il y a les prêts à rembourser, donc c'est vrai que même s'il y a du cash flow, on est plus tenté de le dépenser pour nous et puis de faire de le mettre en trésor, quoi, et, après, sur un apport ou des choses comme ça. Moi je considère que comme il n'y a pas besoin de se déplacer souvent pour faire sur place pour les visites ou quoi que ce soit, qu'on peut tout faire à distance. Le fait d'aller faire les travaux, c'est aussi l'occasion de faire un petit tour du patrimoine, d'être sûr que tout se passe bien, tu discutes avec un locataire ou deux, parce qu'en général, ça aussi, ça prend du temps. Quand il te voit bricoler, il y a la petite mamie du coin ou les voisins qui viennent discuter. Ça prend du temps, mais c'est utile, je trouve. Mais ça crée la relation, ça fait en sorte aussi que ça se passe bien. Donc moi, je vois ce côté-là positif aussi, de relationnel, et c'est pas du temps de perdu, quoi. Alors qu'un artisan, au final... la valeur ajoutée est quasi nulle, si ce n'est l'économie de temps. Et puis on aura toute la retraite quand on aura plus envie de s'occuper de ça. On aura... ça risque même d'arriver plus vite pour moi, parce que je pense que je vais devoir changer mon fusil d'épaule, vu que je déménage assez loin. À mon avis, ça va être là maintenant. Par contre, ça sera au moindre truc professionnel. Ou alors, j'essaie toujours un peu de m'arranger avec les sur place. C'est ça aussi l'avantage de passer du temps un peu sur place. C'est quand moi c'est comme ça que c'est passé. C'est que du coup on rencontre ceux qui y sont le plus souvent. Ceux qui sont le plus souvent, un peu bricoleurs, ils peuvent arranger. Donc ça c'est bon à savoir en fait sur un lot, sur qui on peut éventuellement compter. Moi c'est pas forcément le cas sur tous les lots, mais je sais qu'il y en a un par exemple, j'ai vraiment une personne de confiance sur place. Et même des fois c'est lui qui... en fait déjà... Des fois, il est au courant avant moi que les gens partent, et puis c'est lui-même qui me dit je connais un mec. Des fois, je prends sur ma liste, des fois je donne à lui, je dis vas-y prends le gars que tu connais. Donc ça peut être très très utile, et puis c'est agréable d'avoir quelqu'un. Enfin c'est pareil. En plus moi justement le lot où j'ai vraiment quelqu'un qui je fais confiance, c'est là où j'ai le plus de problèmes. Donc en fait typiquement c'est là où moi je passe très peu. Et s'il y a, parce qu'il y a des dépôts assez souvent, et lui il me dit, je dis ok, fais-les enlever et puis ça me coûte 30 €, puis voilà. C'est largement mieux que de ne pas le savoir, de devoir passer, et puis après de te payer un pro, je ne sais même pas combien il prendrait pour enlever ça, ou de le faire soi-même. J'ai déjà fait moi-même aussi, je suis déjà allé, j'ai enlevé les trucs, ça c'est pas du boulot sympa. D'aller à la déchetterie, c'est pas le Non mais ce qui est énorme en plus, c'est que les garages sont à 200 mètres de la déchetterie. Mais les gens viennent déposer leurs trucs ici. Bon, c'est comme ça. Bon, donc du coup, qu'est-ce que ça t'apporte stabilité financière pour faire d'autres projets Moi, c'est une sécurité financière pour le futur, surtout. C'est d'un côté, en fait, la possibilité, quand même, de pouvoir... si on continue sur le rythme, ça peut être quelque chose qui est rentable assez vite, qu'on peut en profiter. Mais la thèse de base, quand même, c'est surtout de se dire, déjà comme ça règle pas, mais ça aide beaucoup pour la retraite, comme ça. Mais bon, l'histoire de la retraite, ça n'a jamais été vraiment un truc où c'est suffisant pour se donner à fond, quoi, parce que c'est quand même quelque chose de très éloigné, et c'est pas forcément là où on va profiter le plus. Donc c'est bien pour ça. Mais c'est pas non plus l'objectif principal, parce que on va pas passer ces week-ends à bosser en se disant pour ma retraite ça va être bien. Ça c'est pas très motivant. Donc, mais ça me permet quand même financièrement justement de dire en fait, quoi qu'il se passe dans ma vie, on va dire directe, c'est-à-dire mon boulot ou ce que je fais de mon argent jour le jour, en fait je sais quand même que derrière, grâce à ça, tous les mois on rembourse du prêt. Donc on fait du patrimoine, et puis à terme en plus ça fera aussi, ça fera quand même un revenu à terme, voilà. Donc ça permet de se dire quand même, c'est pas sans rien faire, parce qu'il faut quand même un petit peu s'y mettre, mais c'est que
peu importe ce que je fais aujourd'hui, tant que ça continue, et honnêtement, même si demain je m'arrête de le gérer, on va perdre du revenu, mais honnêtement ça tournera vraiment tout seul, quoi. Donc pas pendant 10 ans, mais honnêtement je pense que ça peut tourner tout seul pendant 2 ans en fait, même sans que je fasse rien. Oui, tu peux faire partir un tour du monde à non, l'étranger. Mais des fois il peut arriver ça peut être un accident de la vie ou je sais quoi. Il y a beaucoup de gens qui professionnellement sont dans une situation où en fait si demain il aurait un accident de la vie, en fait dans 3 mois ils sont ruinés, quoi. Et du coup d'avoir ce truc de se dire bon en fait peu importe ce qui se passe, même si demain je perds mon travail ou alors je ne sais quoi, ou alors pour une raison ou pour une autre finalement en fait mon salaire je suis obligé de tout le dépenser pour ma vie de tous les jours, en fait je sais qu'il y a ça derrière. Et ça rassure. Et donc voilà, et ça permet quand même du coup d'être beaucoup plus serein. Et en plus, comme c'est de toute manière par nature des investissements où c'est pas on met de l'argent et puis d'un coup, c'est pas un truc comme le Bitcoin, j'ai gagné tout ça, c'est bon, je peux le flamber, puis demain je suis ruiné. En fait là, c'est très compliqué de faire ça dans l'immobilier. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que bon, on sait que ça tourne et que ça va arriver. Mais en attendant, en fait, concrètement, mis à part le côté psychologique et puis le fait que ça prend un peu de temps, ça ne change rien à ta vie de tous les jours. Hein. Moi, je gagne pas d'argent avec ça tous les jours. Il n'y a rien qui va sur mon compte personnel qui vient des garages. Mais voilà, on sait qu'on est en train de construire quelque chose, ça rassure. Et il y a un petit bonus aussi là-dessus aussi, c'est que ça fait quand même une espèce d'assurance vie gratuite. Parce que s'il m'arrive quelque chose, hop, là tout de suite tout est remboursé et ma compagne elle se retrouve avec tout ça. Donc ça c'est quand même très cool aussi. Parce que voilà, encore une fois, c'est pas la raison principale, mais c'est quand même un bonus très appréciable de savoir qu'en fait, si vraiment il y avait un gros truc, on a quand même mis en place quelque chose qui financièrement règle quand même beaucoup de problèmes pour les survivants. Ouais. Donc ça, c'est un bonus assez cool. Vous n'avez pas encore d'enfants ? Non, pas d'enfants. Moi, en connaissance de cause, c'est vrai que depuis que j'en ai, quand tu commences à regarder les masses de patrimoine et comment ça peut se passer si t'es plus là et donc du coup tu perds tes revenus professionnels et que ta femme elle se retrouve toute seule avec les enfants, c'est vrai que le fait que tous les crédits soient remboursés, que après dépendant du régime matrimonial, nous moi j'ai fait un tiers pour chaque enfant, c'est la part obligatoire, et puis un tiers pour ma femme aussi. Et du coup tu arrives à prévoir, on va dire. La grosse merde si jamais tu disparais et que au moins tu laisses les personnes qui sont plus chères. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui potentiellement changerait vraiment leur vie. Parce que là, autant pour le moment ça me change pas ma vie, mais clairement s'il y a quelque chose là, ça n'a rien à voir. Une vie avec un patrimoine et un revenu qui tombe quasiment tout seul, et une vie où comme ça on se retrouve avec des enfants et voilà. Malheureusement, c'est quand même souvent les femmes gagnent moins que les hommes encore, donc du coup c'est quand même potentiellement une situation très compliquée, et du coup là-dessus il n'y a pas, enfin moi j'y pense jamais du coup, dans le sens où en fait je sais qu'il y a quand même c'est fait quoi. C'est ça qui est cool avec l'immobilier, c'est que effectivement tu fais le boulot une fois de l'acheter, ensuite tu as une récurrence et une sécurité qui est mise en place, et puis tu n'as pas besoin de te reprendre la tête à aller regarder des trucs tous les jours, comme si tu devais faire du trading ou de la location de bagnole, etc. Il n'y a pas les choses à recommencer tout le temps. Il y a quand même un effet où c'est vraiment très très 20-80, tu mets en place un système qui tourne, qui est en automatique, et ça, moi, c'est le gros kiff, quoi, on va dire. Ça, c'est un des trucs qui m'a... c'est vrai que, c'est une des choses qui m'a vraiment attiré, c'est vraiment la perspective, comme tu dis, de faire le travail une fois. Et même si après ça tourne pas tout seul, c'est vraiment pas grand-chose. C'est du 80, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, de savoir que, voilà, on a fait le taf, maintenant c'est là, et il faut juste faire en sorte que ça continue de tourner. Ça, c'est très très cool. Parce que ça permet aussi, justement... moi, ce que je cherchais là-dedans, c'était une liberté, en fait. C'est comme j'ai dit au début, c'était un job où je savais que ça pouvait pas durer. Enfin, c'est pas que je savais que ça pouvait pas durer, c'est que potentiellement, ça pouvait ne pas durer. Et après, j'ai rechangé, et j'ai toujours, en fait, jusqu'ici, dans une situation où, en fait, ça a toujours été de dire, bon, c'est cool, j'aime bien, mais je pense pas faire ma vie là-dessus. Et potentiellement, et en plus du coup j'en ai vu aussi beaucoup des collègues, profil français travaillant en Allemagne, qui vont, on est content, le job il est cool, on est un petit peu mieux rémunéré, et puis à un moment en fait j'ai envie de, souvent en fait c'est pour se rapprocher de la famille, mais ça peut être plein d'autres choses, et de se dire en fait de pouvoir prendre cette décision
sans être, sans être contraint par le côté financier. Parce qu'en fait, quand on réfléchit à ça, c'est très compliqué d'être honnête avec soi-même sur en fait pourquoi je reste. Est-ce que je reste parce que je gagne plus d'argent, ou alors est-ce que je reste parce que vraiment... et ça, c'est un peu une partie que, en vérité, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de dire exactement laquelle, précisément, quelle partie joue le plus. Et donc c'était ça aussi l'idée, clairement. Ouais. C'était de se dire... je ferai mes choix en conscience, ouais. parce que le côté financier sera moins important dans ma vie. Clairement, et aussi, déjà vu plusieurs exemples de gens qui vraiment, en fait, à la fin, ils y vont à reculons, mais pendant des années. C'est pas les 3 derniers mois. C'est vraiment des gens qui vont au travail à reculons pendant des années, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'en fait, on a eu quoi, enfin, on a eu toute notre vie pour quand même justement investir et tout, et à la fin de devoir aller au travail à reculons, c'est beaucoup d'argent, mais pour quelques milliers d'euros par mois, c'est quand même vachement dommage. Donc ça, c'était aussi un des gros objectifs, c'est de dire, ok, alors bon, là tout de suite, c'est pas possible, mais de pouvoir se dire à un moment, je vais au travail parce que j'aime ce travail en fait. Et bien sûr, on y va toujours pour la rémunération aussi, hein, mais d'avoir la liberté de choix, de dire ok, si je fais ce travail et qu'en fait je voudrais faire ce travail-là qui gagne 40% de moins, je peux y aller en fait. Ça c'est un objectif, pas encore le cas, mais petit à petit, on s'en rapproche. Et du coup, en termes de formation, tu as suivi la Garage Academy. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas Oui, c'était la dernière formation, c'est ça, hein, ouais, c'est la grosse formation sur l'achat sur les garages avec la recherche, la sélection, la négociation. Alors c'était un petit moment. mais je me souviens que j'avais beaucoup hésité à l'apprendre. Parce que tu étais déjà multipropriétaire. Oui, il y a ça. Et en plus de tes formations, moi j'avais déjà fait aussi d'autres formations. Toutes très intéressantes. Il y en a qui ont été plus appliquées que d'autres. Et donc il y a eu tout un cycle où j'ai fait beaucoup de formations, et puis après il y a eu un moment où j'étais content de l'avoir fait, mais il y a un moment où on se dit bon, ça prend du temps, ça prend de l'argent, et en plus de ça, en plus quand déjà on commence à être pris un peu par le reste, du coup on réfléchit plus avant de prendre les formations. Et là, dans ce cas-là, on voit une formation sur les garages et on se dit, bon, alors, est-ce que je suis le mec qui n'arrête pas de faire des formations pour rien? Ou alors, est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée? Parce que, d'un autre côté, quand on regarde, ok, ça coûte de l'argent, d'accord, mais d'un autre côté, si on regarde les sommes qui sont en jeu, tout ce qu'on apprend là, ça peut avoir une vraie valeur ajoutée derrière. Donc j'ai quand même pris parce que voilà, parce que je connaissais les formations d'avant, je savais que si on faisait de nouvelles, c'est qu'il y avait des nouveaux trucs, et je savais aussi que j'avais encore des acquisitions à faire, et que du coup tout ce que je pouvais reprendre encore en savoir, hein, que ça soit technique ou même, je sais pas même ce qu'on peut savoir d'autres, mais tout ce que je pouvais reprendre après en connaissance sur le sujet, du coup ça serait bénéfique. Et voilà, et en me disant que voilà, bon, probablement sur les garages, ce serait quand même ma dernière formation, parce que après c'est pas non plus un sujet qui est hyper compliqué techniquement. Il y a des choses à savoir, plus on en sait, mieux c'est clair. Après, c'est pas... C'est moins complexe que les appartements ou l'immobilier traditionnel. Oui, c'est moins, ouais, même déjà rien que par rapport à ça, c'est moins complexe. Ouais. Donc c'est pour ça que depuis la Garage Academy, il n'y a pas eu d'autres formations, parce que là je pense que je suis arrivé au taquet de ce que je peux transmettre en termes de complexité et de points de détail. Ça, c'est une formation déjà qui dure 16 heures, quoi, donc il y a déjà... Ouais, il y avait du contenu. Non, franchement, il y avait du bon contenu. J'ai encore appris des choses. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que finalement, en fait... je pensais beaucoup plus utiliser les supports, puis en fait déjà entre la réflexion des biens qui se présentent, ça fait qu'au final, de toute façon s'il y en a un bon, on le voit assez vite, une fois qu'on a l'habitude. Hein. Donc c'est vrai que le support je l'ai moins utilisé, hein, ce qu'on a à la fin. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'en fait on le fait... En fait, je le fais sans le support, on va dire, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je regarde les biens, je prends beaucoup de notes, je regarde, j'essaie de prendre tout ça en compte. Mais après, comme il n'y a pas non plus énormément de biens, de toute manière,
ça simplifie aussi les recherches. C'est vrai que quand... Après, moi je sais que quand on regarde Le Bon Coin, c'est plein d'appartements, plein d'immeubles. Donc je suppose que les gens qui sont sur ce type d'investissement, eux doivent être beaucoup plus justement à regarder des critères, parce qu'en fait il y a une offre, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes à acheter. Nous, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et non, c'est pas beaucoup d'offres, il y a déjà pas beaucoup de choses qui sont intéressantes à acheter. Donc c'est ça. Donc là, en vrai, en ce moment, enfin ces dernières années, je sais pas toi comment ça a été, mais ça a plutôt été justement la question de dire bon ok, quels sont mes objectifs? C'est ça la grosse question, c'est de dire ok, est-ce que je suis capable de demander un peu moins de rendement? Est-ce que et là où j'ai aussi pas mal évolué, mais ça c'est vrai que ça c'est un point que tu donnes dès le début aussi, c'est que le rendement c'est pas du tout le plus important. Et ce que j'ai pu remarquer aussi un peu justement au fil des acquisitions ou pas acquisitions justement, c'est que il y a certains biens qui sont plus durs à vendre à une banque que d'autres en fait. Et il faut pas oublier que si on n'a pas de crédit, on n'a pas de bien. Et ben nous par exemple, celui que donc avec mon associé, le premier qu'on avait visé, donc on avait fait un compromis, etc. Alors, il y avait une partie sur nos dossiers qui commence à être un peu complexe, mais il y a aussi une partie quand même sur le fait que le bien. Déjà, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est quand on va avoir. Alors, si on a toujours le même banquier, ça va parce qu'il nous connaît, il connaît le business entre guillemets. Mais quand on va avoir un nouveau banquier et qu'on lui parle de garage, il sait pas de quoi on parle en fait. Moi, pourtant, j'étais allé à la banque qui était. Je crois qu'elle était à 800 mètres des garages, enfin, c'est vraiment au même endroit. Et le gars m'avait dit clairement, il m'a dit bon, j'ai regardé votre dossier, il disait ça parle de garage, j'ai jamais vu ça. donc déjà ils sont tout de suite, on est pour eux dans l'exotique quoi. Et donc quand on est dans l'exotique, qu'on arrive à un dossier un peu compliqué entre quelqu'un qui a déjà un niveau d'endettement, bon voilà, et un autre qui a un profil qui est pas voilà du salarié classique. Tout de suite, ils vont arriver à un dossier, il n'y a que des inconnus en fait. Et il n'y a que des choses inconnues, puis après ils voient la photo du bien, et puis on leur dit qu'il faut qu'on refasse encore des travaux là-dessus. Ouais. Voilà, donc là, ça a été compliqué, dur avant. Ça n'a pas marché. Ouais, okay. Donc clairement. Alors il y a d'autres raisons aussi, c'est parce que du coup, comme en fait, moi, les acquisitions d'avant, c'était très bien passé avec la banque, mais comme au Crédit Agricole, on change tous les 3 mois de conseiller. Pas moi, mais bon, après... mais j'ai réussi à récupérer ma première conseillère. Donc ça, je suis plutôt content de ça. Parce qu'entre-temps, il y en a eu 4, 5. Mais ça fait pas du tout les projets. Mais du coup, on arrive confiant parce que ça s'est passé bien jusqu'ici. J'ai changé une fois de conseiller, c'était encore passé pour le prêt. Après, donc, je refais encore un nouveau dossier, c'est encore un nouveau conseiller. Je vais, et en fait, la personne, elle me pose 0 question. Je dis ok, d'accord, elle va imprimer sa simu, puis elle me dit voilà, ça c'est la simu. Donc en fait, j'étais entre les deux. D'un côté, je me sentais hyper mal parce que le gars m'avait posé 0 question. Et d'un autre côté, en fait, ça s'était toujours fait très facilement avec la banque. Donc je dis bon, je suis très 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 étonné. Mais par contre, je sais pas, ils ont toujours financé. Et puis là, je viens, ils me donnent une simu et puis c'est terminé. Parce que ça doit être bon. Allez, 3 mois après, il me dit en fait, j'ai pas réussi à faire passer le dossier. Et donc en fait, quand après on se retrouve avec un compromis qui a 3 mois qui est vieux de 3 mois, c'est foutu. Parce que là, le banque dit là, il y a un problème. Il vient, ça fait 3 mois qu'il est assis sur le compromis, il n'y a toujours pas il y a un problème. Donc, affaire tombée à l'eau, pour une multitude de raisons. Mais clairement, là quand même une des grosses choses que m'a appris ce truc-là, c'est qu'il y a quand même des biens qui se vendent mieux à d'autres que pour les banquiers, et clairement, d'aller chercher des biens très propres et sains, déjà, ça fait quand même beaucoup moins de travaux à prévoir, même si on n'en fait pas souvent des travaux, mais quand même, chaque fois qu'on en fait, c'est un peu chiant. Et en plus de ça, d'aller vendre comme ça à un banquier, lui montrer un garage très propre, déjà loué, voilà, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien, je mets un apport. Là, tout de suite, on est dans de l'exotique plus facile. c'est déjà quelque chose, quand il nous voit arriver, déjà il se dit ça va pas l'air trop compliqué à comprendre. Donc ça là-dessus, je fais plus gaffe là-dessus, à me dire bon ok, ça va être plus cher. Mais ça facilite tout derrière. Si tout est plus facile, moi, honnêtement, moi ça me va, parce que
Ça correspond aussi à une phase de vie où effectivement, quand il y en a plus aussi, du coup c'est plus compliqué. C'est pas comme les premiers on dit bon, si tu dois faire ça, je le fais. C'est pas la même chose quand on réfléchit sur 10 garages que sur éventuellement une centaine. Donc ça, évolution dans ce sens-là, d'aller chercher des choses plus propres, éventuellement, voilà, perdre un peu de rendement. Bon, l'objectif reste toujours le même, hein, c'est que le système s'autofinance. Donc en fait, s'il y a des biens qui du coup dégagent un peu, ça peut permettre éventuellement d'aller rattraper ceux qui seraient... ce type de biens plus qualitatif. Ouais. Non, mais juste peut-être pour ceux qui veulent se lancer, d'aller faire des choses qui leur plaisent en fait. Parce que c'est vrai que moi, je sais pas pourquoi les garages ça me plaît. Enfin, c'est aussi, je bricole un peu, etc. Donc les garages ça me parle quoi. Mais c'est vrai que faut pas oublier que potentiellement, on va quand même faire ça pendant des années, hein, c'est sûr. Et du coup, faire quelque chose qui quand même a une petite notion de plaisir, quand même, hein, quelque chose qui nous parle, c'est plus important que de regarder le rendement, quoi. Donc, okay. Et ça, du coup, chacun un peu a ses goûts. Mais là, c'est le cœur. Il y a effectivement le côté rationnel où c'est un truc très financier avec les prêts, les rendements, etc. Mais effectivement, il faut quand même que tu aies la motivation sur des années quand tu te lances dans l'immobilier pour tenir. Parce que effectivement, si tu n'aimes pas ta relation locataire, si tu n'aimes pas la relation avec les artisans, ça va être compliqué de tenir sur la durée. Et puis, au final, tu vas te rendre malheureux. Et puis, le financier ne compensera jamais le... Non, mais la relation locataire, c'est hyper important de savoir où est-ce que tu vas acheter. Voilà, moi, ça me dérange pas d'aller dans des coins où il y a un peu moins, où il y a un petit peu plus de problèmes, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, ils sont pas du tout à l'aise avec ça. Et je vois moi des amis qui ont investi, qui allaient investir un peu en couple. Elle est dans un quartier qui, pour moi, c'est le quartier hyper tranquille. La femme, elle a dit ah non, mais on va pas acheter là, quoi. Donc c'est vraiment chacun a sa zone un peu où bon, même s'il des fois, il faut un peu se bousculer quand même. Ouais, mais, il y a la zone de confort. Et puis voilà. Mais il ne faut pas aller chercher un truc juste parce qu'il y a plus de rendement d'aller sur un truc où on n'est pas du tout à l'aise et où en fait ça. Voilà, faut. Bon, c'est une belle conclusion. Petite dédicace à ton papa, ou même à mon papa, parce que voilà, il regarde peut-être la vidéo de papa, et puis moi je vais le remercier pour tout ce qu'ils m'ont apporté en termes d'éducation, et puis de temps, et puis de discussion. Ouais, merci à mes parents aussi. Sans eux, on ne fait pas grand-chose. Et on se rend compte avec le temps qu'il y a beaucoup de choses, nos comportements qui viennent de l'éducation quand même. Donc ça change beaucoup de choses. Bon, ce sera la conclusion du jour. Merci Clément. Ouais, à bientôt.